La profusion de cassettes vidéo très violentes est-elle dangereuse? Ces films influencent-ils au point de ne plus distinguer le réel et la fiction? À Vincennes, l'équipée sanglante de Florence Ray et d'Audrey Maupin fait 5 morts, dont Audrey. À Gournay, Véronique et Sébastien ont assassiné Abdel. La réalité s'est-elle inspirée d'un scénario? Je suis intimement persuadé qu'ils ne réalisent pas. Et c'est un chaos, certainement. Les adolescents criminels sont-ils de plus en plus nombreux? Qui sont ces nouveaux Bonnie and Clyde? Try to remember when life was so tender. Try to remember when life was so tender and follow. Carte noire, un café nommé Désir. À chaque instant, une nouvelle vie apparaît. Et tant que les hommes et les femmes réaliseront ce miracle, la CNP sera là, à leur côté, comme elle l'est depuis 150 ans. CNP, vivez bien assurés. Pat Benatar, The Very Best Of, volume 2. La compilation de tous ces tubes. Également disponible, le coffret contenant le volume 1 et 2 avec Fun Radio. Elle n'est pas bien garée? Si. Oh, vous n'avez jamais vu Mégane couper? Non. Mais allez aux portes ouvertes Renault. Des offres, des cadeaux, toutes les nouveautés. Mais qu'est-ce que je vous disais? Vous devriez vous en acheter une. Avec votre petite ensemble, ce serait ravissant. Les portes ouvertes Renault, du 21 au 25 mars, vous n'avez pas fini d'en profiter. Le meilleur des grosses têtes. Tous les moments les plus drôles de l'émission réunis pour vous en cassette vidéo. 1h30 d'éclat de rire, le best-of des grosses têtes, une cassette vidéo irrésistible avec RTL. C'est l'histoire d'un homme pas causant. T'as pas soif? Non. C'est pas qu'il est désagréable, il est comme ça. Sûr que t'as pas soif? En plus, là, il est très occupé. Non. Il déménage. Et vous croyez que cet homme-là va faire 1000 démarches pour le changement de sa ligne téléphonique? Non. Non. Lui, il appelle France Télécom et il dit juste ça. Je déménage. Et quand une voix aimable lui répond... Inutile d'appeler votre nouvel agent, je m'occupe de tout, ça vous va? Lui, il est très soulagé, mais il dit juste... Ouais. Vous simplifiez la vie quand vous faites appel à nous. France Télécom s'y engage. France Télécom, nous sommes faits pour vous entendre. Mon cher voisin, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais là, votre nouvelle voiture, magnifique. Laguna, une très belle affaire, porte ouverte Renault. Des offres, des économies jusqu'à 22 000 francs. Et la peinture, pas trop salissante? Ouf, un coup de jet d'eau et hop. Ah, il faudrait me faire penser à vous rendre votre pelle. Les portes ouvertes Renault, du 21 au 25 mars, vous n'avez pas fini d'en profiter. Le 21 mars, partez pour un voyage à des millions d'années-lumière. Stargate, la porte des étoiles. L'aventure commence le 21 mars en vidéo avec Énergie. Bonjour, je suis Lenny Kravitz, écouteur Énergie et gagnez mon concert live dans votre école. Énergie vous offre le concert live de Lenny Kravitz dans votre école. Inscrivez-vous vite sur le 3615 Énergie. À bientôt sur Énergie. Le plaisir avant tout. Jeudi, Tina Kiefer présente J'y crois, j'y crois pas. Les parents ont-ils démissionné? Quand la délinquance juvénile atteint un degré préoccupant, quand la violence se déchaîne à l'école, les regards se tournent vers les parents. Jouent-ils leur rôle comme ils le devraient? Tina Kiefer arbitre le débat. J'y crois pas, jeudi 22h35 sur TF1. Sommes-nous trop laxistes avec nos enfants? Donnez votre avis dès maintenant par téléphone au 36 65 50 55 ou sur Minitel 36 15 TF1. Qui sont ces adolescents qui tuent?
Sont-ils les Bonnie and Clyde des temps modernes? Véronique et Sébastien ont assassiné Abdel. Florence et Audrey ont tué 4 fois comme au cinéma. Sont-ils donc à l'image de leur héros, Mickey Mallory, personnage du film Tueur né, la vidéocassette de chevet de ces couples d'adolescents criminels? La violence au cinéma, à la télévision, les influence-t-il au point qu'ils ne distinguent plus la réalité de la fiction? Véronique et Sébastien, Frédéric Lopez. Florence et Audrey, David Pujadas. Crime, ado et vidéo, Françoise Gaujour. Violence au cinéma, Bernard Briançon. LMI, Guillaume Durand. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci de votre fidélité. Vous savez que le sujet de ce soir est un sujet particulièrement délicat puisque nous allons parler des adolescents qui commettent des meurtres. Et vous avez en mémoire, puisque toute la presse en a parlé, ce qui s'est passé donc au début du mois de mars à Gournay-sur-Marne, qui est une banlieue pavillonnaire donc de la Seine-Saint-Denis. Cette affaire a occupé la une de tous vos journaux. Je vous la rappelle en quelques mots. Il s'agit de Véronique qui a 18 ans et de Sébastien, 17 ans, qui ont massacré de 40 coups de couteau un autre adolescent, donc Abdel, qui avait 16 ans. Au cœur de cette affaire, il y a de très nombreux facteurs, mais il y a aussi un film, Tueur né, d'Oliver Stone, qui visiblement fascinait en tout cas l'adolescente. Et puis ce film d'Oliver Stone n'est pas simplement au cœur de cette affaire, il est aussi au cœur de l'affaire, vous vous en souvenez, d'Audrey Maupin et de Florence Ray, qui ont tué 4 personnes une nuit d'octobre 94, et qui sont, en tout cas pour Florence Ray, puisque Audrey Maupin est mort, qui est donc en prison. On va essayer de réfléchir à tous ces phénomènes ce soir, car ça inquiète les parents, puisque la vente des vidéocassettes violentes est de plus en plus grandissante. On va essayer de réfléchir avec des cinéastes. L'un d'entre eux qui a fait un film important sur ce thème de la violence, du cinéma et de la télévision a la gentillesse de venir ce soir, avec des avocats, avec des médecins, avec un juge pour enfants. Mais auparavant, pour essayer de camper le décor, on va évidemment revoir ce qui s'est passé donc au début du mois de mars, dans le cas donc de Véronique et de Sébastien. C'est une enquête de Frédéric Lopez et de Stéphanie Lebrun. Samedi 9 mars 96, Sébastien, 17 ans, et Véronique, 18 ans, sont mis en examen pour assassinat. Pendant leur garde à vue, les deux adolescents sont passés aux aveux. Ils reconnaissent avoir tué Abdeladim, 16 ans, de 40 coups de couteau. Un meurtre commis avec préméditation, dont les enquêteurs pensent avoir reconstitué le scénario. Théâtre du drame, Gournay-sur-Marne, une localité paisible de Seine-Saint-Denis, surnommée le Petit Versailles du 93. Le calme de ses résidences en bord de Marne contraste avec les quartiers difficiles du département. Ici, les jeunes ont le sentiment d'être privilégiés. C'est une ville petite, gentille, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. La plupart des jeunes, c'est des jeunes qui ont eu une enfance c'est des enfants un peu pourris gâtés, comme on dit. C'est là, derrière les murs de cette propriété, que grandit Véronique. Alors qu'elle est en prison, son père accepte encore de recevoir les journalistes. Depuis 20 ans, ce menuisier élève des loups, sa maison a des airs de Far West, et sa vie est entièrement vouée au culte des Indiens d'Amérique. Comment je vis? Demandez donc aux voisins. Paraît-il que je vis comme dans un nuage, comme dans un rêve. Mais c'est la vérité. Quand j'étais chez les Apaches, je me suis mis en colère. Pourquoi je me suis mis en colère? Parce que je me sentais Apache. J'étais blanc, mais dans mon cœur, je faisais partie du peuple américain. Enfant, Véronique est proche de son père, même goût pour la peinture, pour la vidéo. Avec l'âge, elle prend ses distances et finit par trouver sa passion des Indiens excessive et, comme dans ce film de vacances, ridicule. Elle a 15 ans, au moment de ce voyage familial aux USA. À cette époque, elle vit des troubles existentiels et pense au suicide pour la première fois. Des angoisses qu'elle exprime par l'écriture. Depuis qu'elle a 10 ans, dans sa chambre, elle compose des poèmes, des nouvelles, des scénarios. Tous hantés par la mort, rien d'alarmant pour son père. J'ai lu quelques poèmes qu'elle faisait. Je les ai lus très furtivement parce que j'ai pas essayé de comprendre, mais j'aurais dû. Mais alors, sa mère, elle les a pas lus du tout. Mais par contre, comme je suis très communicant, j'ai fait lire à certaines personnes des poèmes qu'elle avait faits. Et j'ai pas écouté ces personnes, des personnes étrangères que je ne connaissais pas. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais monsieur, votre fille, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, à son âge, à 10 ans, écrire ce qu'elle écrit là? J'ai pas su.
Il y a 1 an et demi, les parents de Véronique se séparent. Elle quitte cette maison avec sa mère et sa sœur pour s'installer en centre-ville. Un événement qui renforce son indépendance, mais aussi son isolement. Sur l'autre rive de la Marne, un autre pavillon, une autre famille, celle de Sébastien. Là, depuis le drame, on se tait. Sébastien travaillait avec son père dans le nettoyage industriel. Ses copains apprécient la simplicité de cet adolescent de 17 ans, encore enfant. Sébastien, je le trouve joueur, sportif. Je sais que bon, on allait faire des foot et tout, et je veux dire, on n'arrêtait pas de rigoler. Et c'était un gars sympa, quoi. Sur lui, Sébastien joue au football depuis toujours. L'année dernière, il s'intègre dans l'équipe de la commune voisine. L'entraîneur se souvient de ce jeune homme peu contrariant. Il enregistrait facilement ce qu'on lui disait de la touche ou même dans les vestiaires. Mais bon, et je dirais, il n'avait aucune intervention en retour. Il disait pas non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, non, lui c'était oui, oui. Il disait toujours oui. C'était quelqu'un qui suivait. Il suivait. Influençable. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que si on lui fait ouais, on va à la plage, il n'avait pas envie de venir, on insistait 5 minutes, il venait. En décembre dernier, la brillante élève de terminale aborde le jeune laveur de carreaux. Ils se croisent dans Gournay depuis l'école primaire, mais c'est à ce moment-là qu'ils font vraiment connaissance. Véronique s'est mise à la photo et propose à Sébastien de poser pour elle. Flatté, il accepte et la séance de pose se transforme en flirt, changement d'attitude. Sébastien, depuis qu'il sortait avec Véronique, il passait moins, enfin je veux dire, on le voyait moins. Et je veux dire, je pense qu'il était amoureux parce que bon, pour la faire passer avant ses potes, c'est que bon, il y a un truc. Et voilà, c'est ce que je constate, quoi. Qu'est-ce qui a changé dans les habitudes? Ce qui a changé, c'est que Sébastien, il délirait moins, il s'amusait moins. Je veux dire, ça m'était arrivé de le voir une fois en discothèque. Et, bon, il était avec cette Véronique. Je veux dire, d'habitude, bon, on faisait les fous sur la piste et tout. Et lui, je sais pas, ce soir-là, il rigolait moins avec nous. Les deux amoureux sont inséparables. Ils partagent notamment une passion pour les films violents, parmi eux Tueur né. Véronique est fascinée par cette fiction qui transforme ses tendances suicidaires en pulsions meurtrières. Des pulsions qu'ils pourront assouvir ensemble après avoir choisi leur victime, Abdeladim, 16 ans. Abdel, c'était un gars qui aimait plaisanter, qui avait un bon style, il s'habillait assez bien, il faisait les marchés avec son père le week-end, la semaine il était à l'école, le soir on le voyait rarement, si c'était pour se balader avec David et Olivier, il se baladait et puis il nous taxait des clubs, c'est ça qui nous faisait rire d'ailleurs. Sinon jamais d'histoire. Un gars sans histoire qui sait se faire respecter. Il réagit il y a 6 mois lorsque Sébastien le provoque avec son scooter, le ton monte. Bon, Abdel lui a demandé de s'excuser pour ce qu'il avait fait avec son scooter. Sébastien, il a pris Abdel de haut, il lui a dit non, mais il n'y a pas moyen que je m'excuse. Il m'a insulté. Abdel, ça lui a pas plu, il s'est énervé, ils se sont battus, et puis Sébastien il est parti en courant. Après. Abdel lui a mis une droite, et Sébastien il est parti en courant. Malgré une apparente réconciliation, Sébastien entretient une haine sous-jacente pour Abdel. Cette haine va se conjuguer avec les pulsions de meurtre de Véronique. 3 jours avant le crime, le garçon aurait acheté une pelle et une scie pour faire disparaître le futur cadavre. Pendant ce temps, Véronique aurait échafaudé un scénario redoutable. Reste pour eux à déterminer le jour du crime. Tout arrive le samedi 2 mars. Vers 21h, Abdeladim téléphone d'une cabine à son copain David. Samedi soir, à 9h, il m'a téléphoné, on devait aller faire un billard à Champs. Puis moi, je lui ai dit que je pouvais pas sortir, parce que je devais aller manger au restaurant avec mes parents. Puis bon, il m'a dit que c'était pas grave, je pensais qu'il devait rentrer chez lui. Et puis voilà. Après, il a dû tomber sur Véronique. Véronique qui se contente à ce moment-là d'appliquer leur plan à la lettre. Elle séduit Abdel et l'attire chez Sébastien dans sa chambre. Foudrage, Sébastien pourra tuer plus facilement. Lorsqu'il les voit nus, enlacés, Sébastien se jette comme prévu sur Abdel, mais c'est ensemble qu'il le tue de 40 coups de couteau. Le couple enterre le corps dans le jardin et prend la fuite. 3 jours plus tard, ils seront arrêtés en Auvergne, à Aurillac. Véronique et Sébastien sont aujourd'hui en prison. Depuis le crime, les premiers à les avoir rencontrés sont leurs avocats. Je suis intimement persuadé qu'il ne réalise pas. Et pour cause, lorsqu'il a commis les actes, à mon avis, il ne réalisait pas ce qu'il faisait. Et je ne pense pas qu'il ait pu encore les réaliser. S'il les réalise un jour. Elle est totalement abasourdie. Je crois qu'elle est en train de réaliser l'ampleur de la catastrophe, mesurer ses responsabilités,
se situer par rapport à la prison, par rapport à la justice, à ses parents. Enfin, c'est un chaos, certainement, en elle. Ce scénario implacable, raconté à la police par les deux jeunes, est-il conforme à la réalité des faits? Quelles sont précisément leurs responsabilités respectives? C'est ce que devra déterminer l'instruction avant le procès en cour d'assises de Véronique et Sébastien. Je voudrais vous présenter évidemment les gens qui vont participer à cette émission, à commencer par maître Jean-Louis Pelletier, que vous connaissez probablement et qui est donc l'avocat de Véronique, suivi de Samuel Lepastier. Bonsoir évidemment à tous les deux. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et vous travaillez à Sainte-Anne, si je me trompe vous le dites, au centre de guidance donc pour les enfants. Et les adolescents. Et les adolescents. Je voudrais qu'on découvre donc Philippe Renaud-Muller, qui est juge pour enfants et qui est avec nous donc en duplex. Merci. André Bonzel aussi, qui a réalisé ou co-réalisé en septembre 92, donc c'est arrivé près de chez vous, et qui viendra donc nous parler du cinéma, de l'influence du cinéma et de la manière dont le cinéma traite le problème de la violence. Et puis enfin aux États-Unis, à Pittsburgh, elle s'appelle Melissa Sickmoon et elle travaille au Centre national de justice pour les mineurs. Vous me disiez, Samuel Lepastier, avant que cette émission ne commence, qu'il était important de parler de ces phénomènes-là pour sortir beaucoup d'enfants qui vivent des pulsions du silence, finalement. Oui, ce sont des pulsions qui sont évidemment très communes. Et le passage à l'acte, c'est toujours quand on n'a pas pu penser ou dire les choses. Si on en parle, à ce moment-là, on est sûr de faire baisser la tension de telle façon que les choses, l'agressivité, restent contenues dans le psychisme. Il est fondamental d'en parler tôt pour en parler à temps, pour éviter l'irréversible. Est-ce que ça veut dire que, de votre point de vue de médecin, le cas de Véronique et de Sébastien, ce sont des adolescents comme les autres? Vous savez qu'on dit adolescents meurtriers comme si c'était quelque chose qui était en eux. Est-ce que ce sont des adolescents qui deviennent meurtriers ou est-ce qu'il y a quelque chose dans leur psychisme qui est, comment dirais-je, qui est tellement fragile qu'il y a une certaine forme de prédestination? Je dirais que ce qui fascine dans un cas comme celui-ci, c'est que nous trouvons des conflits d'une banalité tout à fait éclatante. Ce qui caractérise ce cas, c'est que les choses sont poussées à un point extrême. En ce sens, cela nous éclaire, puisque ça montre avec un grossissement, comme si on voyait les choses au microscope, des phénomènes qui existent dans tout adolescent. Quels phénomènes, justement, par exemple? Est-ce qu'on peut lister un certain nombre de choses qui sont dans ce qu'ils ont probablement ressenti? Tout à fait. Exactement ce que peuvent ressentir les adolescents, vous ou d'autres adolescents. Tous les adolescents ressentent les transformations corporelles, la poussée pubertaire, l'émergence de désirs sexuels, comme des violences internes qu'ils maîtrisent mal. Ils ont peur à certains moments de se sentir fous, à d'autres moments ils pensent que ce sont leurs parents qui sont fous, à d'autres moments ils ont le sentiment d'être, enfin c'est le plus souvent ils sont déprimés, et davantage que déprimés plutôt moroses, le sentiment d'inexistence, et ils cherchent à ce moment-là quelque chose qui leur donne le sentiment d'exister. Et le passage, alors on va parler du passage à l'acte tout à l'heure. Je voudrais voir avec vous, Jean-Louis Pelletier, au fond, ce que vous savez, puisque vous êtes l'avocat de Véronique, vous l'avez vu, les policiers qui l'ont arrêtée, les juges qui ont parlé avec elle l'ont vu aussi. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je ressens un malaise incroyable. Hein. C'est vrai qu'il est bon de parler de cette affaire, parce qu'elle concerne finalement tous les parents. Et d'avoir vu arriver cette petite jeune fille de 18 ans, mais qui ne fait pas son âge, qui est très, très banale physiquement, à part le fait qu'elle est assez mignonne, mais elle est habillée comme toutes les gamines que l'on voit à la sortie des collèges, jean, veste, enfin, elle est une très très bonne élève. L'avoir vu arriver, bon, en sachant ce qui lui était reproché, j'ai dû à l'amabilité de la juge d'instruction de pouvoir consulter le dossier avant même que de la rencontrer, mais l'avoir arrivé dans ce cabinet d'instruction pour être mise en examen, ce qui est un cérémonial judiciaire assez banal. Nous étions des professionnels dans ce cabinet d'instruction, juge d'instruction, procureur de la République, ma collaboratrice et moi-même, je vous assure, le policier, le greffier. À sa sortie, ça s'est passé très très vite, il y a eu une espèce de silence. Nous étions tous, mais abattus, littéralement abattus. Mais par quoi? Par le décalage entre cette banalité, ce phénomène courant, cette adolescence, et l'horreur et la gravité de ce qui lui était reproché, de ce qui leur était reproché. Je vous assure qu'il faut faire un formidable pas en avant pour essayer de réaliser. Cette gosse que je vois au parloir, qui était une gamine, encore une fois, comme les autres,
J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'elle a pu participer à une scène pareille. Et pourtant, c'est la réalité, elle l'a reconnue. Alors, si ça arrive... Ce que vous savez du dossier vous permet de dire, pour l'instant, quoi? À savoir que c'est un problème personnel ou commun à d'autres adolescents. C'est l'influence du film de Stone qui, semble-t-il, a joué un rôle considérable dans cette affaire. Je crois que tout est mêlé. Je crois que tout est mêlé. Il y a sa psychologie personnelle et les experts qui vont être désignés vont s'appesantir sur son cas parce que faire de la psychologie, c'est quand même essayer de comprendre le rôle d'un avocat pour plaider. Pour plaider dans une affaire comme celle-là, c'est de faire passer un message. Pour faire passer un message, il faut avoir au moins soi-même essayé de comprendre, pour faire comprendre. Bon. Donc, c'est ça, c'est de se pénétrer de ce qui s'est passé, se dire que il y a un phénomène, il y a un certain nombre de facteurs qui se sont conjugués. Elle a dit elle-même, et moi je ne veux pas parler du dossier, dans une affaire où le secret a été abondamment violé, je ne veux pas concourir à ça, mais j'ai quand même des choses à dire, et que j'ai le droit de dire. Elle a reconnu elle-même, ça a été écrit partout, que depuis des années, elle avait des pulsions morbides, des pulsions suicidaires, qui se sont peut-être transformées en pulsions mortelles. Il y a un phénomène d'époque, je crois que nous sommes c'est un phénomène social, véritablement. Ces problèmes de l'adolescence tels qu'ils sont exacerbés à l'heure actuelle. Ambiance familiale particulière, quand on voit ambiance familiale, mais ambiance familiale, oui, elle est peut-être particulière telle qu'elle apparaît de ce père qui est tout de même écrasé par la fatalité et qui fait ce qu'il peut, peut-être pas toujours très adroitement, mais ça le regarde, qui fait ce qu'il peut et qui au moins a ce cri qui consiste à dire « j'aime ma fille et je l'aimerai jusqu'au bout ». Bon, il la défend comme il peut. Et il y a aussi la rencontre de ces deux adolescents, parce que je suis persuadé que l'un sans l'autre, non pas qu'il s'agisse d'exonérer l'une pour charger l'autre, pas du tout. Je crois qu'ils sont unis, et je l'espère, ils seront unis jusqu'au bout. Mais je pense que ça a été la rencontre peut-être de deux pathologies qui, isolément, ne se seraient certainement pas exprimées comme elles se sont exprimées, et qui, réunis, ont donné ce drame affreux qui plonge trois familles dans le malheur. C'est une question que je vous pose évidemment à tous les deux. Est-ce qu'on est, parce que c'est une question qui est posée aussi par l'influence du cinéma, de la télévision, est-ce qu'on est dans le réel quand ils font ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de leur vie intime et qu'ils assument? Ou est-ce qu'on est, j'allais dire, dans l'image, c'est-à-dire dans l'influence absolue, dans la manière dont tout ça s'est déroulé? Mais je crois que le problème, c'est que justement, l'image est devenue leur réel. Et qu'ils n'arrivent pas tellement à transposer. Et il est vrai que ce film, qui est une espèce de film culte pour eux, à mon sens, a joué une influence déterminante, comme d'ailleurs nous savons, je le sais par lecture des journaux, qu'il a eu une influence déterminante dans d'autres faits divers, au moins aussi dramatiques. Et tout le monde en est tellement conscient, j'ai lu aujourd'hui que les distributeurs de la cassette vidéo l'avaient retirée du marché, cette cassette. C'est dire que même ceux qui font de l'argent avec se sont rendus compte nécessairement qu'il y a eu une influence extraordinaire. D'une façon générale, tous les adolescents ne font pas la distinction entre l'imaginaire et le passage à l'acte. Parce que par définition, être adolescent, grandir, devenir adulte, c'est accomplir un certain nombre d'actes. Donc à l'inverse, quand ils sont en difficulté, ils pensent résoudre leurs problèmes en ayant des passages à l'acte plutôt régressifs. Un film, quel qu'il soit, ne peut suffire à pousser, je dirais, au meurtre. Après tout, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vu ces films. C'est pas le premier film violent. L'histoire du cinéma est, pardonnez-moi, mais farcie de films violents depuis une génération. Sauf effectivement que c'est pas dans le film de Tuernay, ce n'est pas tellement la violence qui est en cause, mais le statut très particulier qui est donné aux jeunes couples. C'est-à-dire qu'ils s'en sortent. D'une part, ils s'en sortent, et d'autre part, tout ce qui est autorité est ridiculisé et bafoué. Ce qui fait qu'il y a une morale implicite, morale perverse d'ailleurs, de ce film, à savoir qu'aucune loi n'est licite. Et c'est évidemment une tentation qu'ont beaucoup d'adolescents. Il est beaucoup plus facile d'accéder à la notoriété en commettant un meurtre, par exemple dans le cas de Véronique, qu'en essayant de publier ses scénarios, ses poèmes. Je dirais, il y a une voie courte qui est la voie de la perversion, et une voie longue, c'est celle de l'accomplissement adulte. Pour terminer cet entretien, Maître Pelletier, je vois ça. Qu'est-ce qui fait la différence, et c'est peut-être un mystère psychologique qui pour l'instant n'est pas réglé, entre justement des adolescents qui ont les mêmes problèmes d'affirmation de l'identité, de transformation physique, d'impression qui ne sont pas compris, que les parents ne les comprennent pas, que l'extérieur, l'envie d'exister, etc. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là qui en parle et qui devient Monsieur Tout-le-Monde, et puis le passage à l'acte, et le passage à l'acte violent? Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que
habituellement, ce genre de pathologie peut déboucher sur un suicide ou en tout cas une tentative de suicide. Là, c'est le problème psychologique. Ce qui est un problème culturel et social, c'est que compte tenu d'un environnement déficient, au lieu de se suicider, les adolescents vont aller jusqu'au bout de leur fantasme, c'est-à-dire tuer les autres au lieu de se tuer soi-même. C'est là où effectivement il y a, je dirais, une mise en cause soit du film, soit de la société. Alors je voudrais qu'on voit dans un instant, avant la publicité, un extrait de ce film. Il ne s'agit pas du tout de faire le procès du film d'Oliver Stone pour de multiples raisons. D'abord parce que le film d'Oliver Stone essaye de décrire aussi dans une mise en scène particulière l'état de violence de la société, en mettant en cause aussi la télévision, en mettant en cause donc tout ce qui représente la violence. Et il nous a envoyé cette petite déclaration avant qu'on voit l'extrait. Je vous rappelle qu'il s'agit de 2 adolescents qui donc commettent une 50aine de meurtres. Mais voilà la déclaration d'Oliver Stone qui nous a été donc envoyée pour ce soir, pour cette émission. Ce que je crois, dit-il, c'est que les personnes qui commettent des crimes après avoir vu des films tuent à cause d'un problème psychique inhérent additionné à un environnement négatif. Dans ces cas précis, un film, un livre, une mauvaise dispute avec des parents, je le lis parce que c'est important de ne pas se tromper, peuvent renforcer ce sentiment introverti de mort. Les films, les idées véhiculées peuvent bien sûr être potentiellement dangereuses et subversives pour notre équilibre mental, mais la sauvegarde de notre liberté de penser en tant qu'être humain doit être préservée et défendue. Voilà donc un très rapide extrait, car comme on vous l'a dit tout à l'heure, effectivement, la Warner a retiré le film pour l'instant, et en plus, donc, il ne souhaite pas, pour des raisons qui sont évidentes, il ne souhaite pas que ce film soit montré dans des émissions, donc à plusieurs reprises. Mais voilà, cette déclaration d'Oliver Stone est donc un tout petit court extrait. Voilà, donc un mot sur le film, on en reparlera bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a frappé, parce que vous l'avez vu évidemment? Oui, alors c'est un film qui renvoie directement au monde interne de l'adolescent. Il se passe tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur, tantôt sous forme de dessin animé, ce qui fait que le spectateur a le plus grand mal à faire la différence entre ce qui est fantasme et réalité. C'est bien ça le problème des adolescents. D'autre part, il y a un contraste entre la très grande violence du film, le sang coule à tout instant, Pas trop, justement, hein. Aussi, dans la révolte prison, etc., il y a beaucoup d'hémoglobine tout de même. Mais par contre, ce qui m'a frappé, c'est l'extrême pudeur. Quand Mike et Mallory font l'amour, ils le font tout habillés. Ils n'arrivent pas à jouir, et la seule forme de sexualité qui est montrée est une forme de sexualité extrêmement agressive, c'est-à-dire ce sont des baisers quasiment cannibaliques. Et je crois que l'être humain est ainsi fait que lorsque, je dirais, la voie de l'amour est barrée, et dans l'amour il y a la tendresse et l'aspect érotique, à ce moment-là il y a une régression vers la violence. Et beaucoup d'adolescents sont tentés par la violence parce qu'ils sont incapables, sur le plan psychologique, d'accéder à l'amour. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant et vous allez découvrir une pause de publicité. Après, on parlera effectivement de l'influence de la télévision, de l'influence du cinéma. On verra un autre cas qui est dans toutes les mémoires, celui de Florence Ray et d'Audrey Maupin. On parlera d'autres affaires avec Maître Pelletier qui a bien connu, par exemple, l'affaire de Valérie Subra. Et puis, on rejoindra nos autres invités qui ont un point de vue sur cette question qui nous concerne tous dans un instant. Avec Facile Plus, Internet, c'est beaucoup Macintosh. Internet, c'est beaucoup plus facile avec Macintosh. Internet, simple, comme Macintosh.
Si vous étiez dans un hôtel Ibis, nous serions là toute la nuit à votre service pour vous venir en aide. Hôtel Ibis, tôt ou tard, vous ferez la différence. Bonne nuit quand même. Quand vous louez une voiture 7 jours, vous payez 7 jours. Chez Europcar Interint, sur les forfaits publics, vous n'en payez que 5. On vous offre les 2 autres. Europcar Interint, vous avez bien fait de choisir le vert. Skyrock présente le meilleur de Vangelis. 15 grands classiques de Vangelis en CD. Portrait, le meilleur de Vangelis. Tu es en train de chercher un truc, là, actuellement? Oui, mon portefeuille. Tu as du mal à le trouver? Ah oui, je me demande même si je l'ai pas oublié, dis donc. Ça serait embêtant. Tu me ferais pas un petit découvert? Hé, il n'y a pas écrit la poste, là? À la poste, en cas de besoin, on sait vous accorder un découvert à un des taux les plus bas du marché. Ça, pour une nouvelle... C'est une bonne nouvelle. La Poste, on a tous à y gagner. Approche-toi. Je vais te raconter une histoire vraie. Il y a 60 000 ans, j'étais un enfant, comme toi. Je faisais plein de bruit, je riais très fort. 60 000 ans? Qu'est-ce que tu es vieux? Mais non, je suis jeune de 60 000 ans. Mais comment tu fais? Regarde cette terre. Elle donne à l'eau de Volvic les oligo-éléments de ma jeunesse, pour que ta jeunesse déborde tous les jours. De près, comme de loin, les verres progressifs font la différence. En plus, Optique 2000 vous offre 2 paires pour le prix d'une. Optique 2000! La Bretagne vous réussit. Réussissez vos vacances en Bretagne. Néanmoins, un changement de partenaire vous sera profitable. Sagittaire, pas d'inquiétude aujourd'hui, les astres vous protègent. Le climat sera plutôt calme, voire ennuyeux. Profitez bien de cette conjoncture favorable. Personne ne peut prévoir l'avenir, alors autant être bien assuré. Eurofil, l'assurance par téléphone. La Ligue des Champions en direct sur TF1. C'est le match de tous les espoirs. Après sa victoire au match aller et pour la première fois de son histoire, le FC Nantes est aux portes des demi-finales de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Pour sa campagne de Russie, les Canaries nantais devront se méfier d'un Spartak de Moscou qui n'aura rien à perdre. Et à 22h30, revivez les meilleurs moments des 3 autres quarts de finale, Juventus de Turin, Real de Madrid, Ajax d'Amsterdam, Dortmund et Panathinaïkos, Legia de Varsovie. Quart de finale de la Ligue des Champions, Spartak de Moscou, Nantes, mercredi 17h20, en direct sur TF1. Voilà la suite donc de LMI concernée à ces adolescents meurtriers à partir de l'histoire de Véronique et de Sébastien, donc qui a un petit peu frappé les esprits. On va parler d'une autre affaire que vous connaissez, qui est celle de Florence Ray et d'Audrey Maupin dans un instant. Mais je voudrais qu'on vienne avec vous quand même pour clarifier les esprits, Jean-Louis Pelletier, parce qu'il y a quand même dans cette première affaire, contrairement à celle dont on va parler, une idée de préméditation. C'était organisé depuis longtemps, cette affaire-là. En tout cas, dans le cas de Véronique. Ça, dans le cas des deux, hein. C'est pas que, encore une fois, je charge pas l'un, non, pas du tout. Mais je crois qu'ils sont vraiment, ils sont très solidaires. En tout cas, leur déclaration le montre. C'est vrai qu'il y a une préméditation qui est établie. Ils ont préparé cette affaire, même assez minutieusement. Mais je pense que même préparé, à un moment donné, tout s'est précipité.
Et le scénario qui avait été mis en place s'est déroulé presque comme il avait été prévu. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui les ont dépassées. Il y a une espèce, je suis à peu près certain qu'à un moment donné, il y a une espèce de folie meurtrière qui s'est emparée d'eux et qui s'est emparée des deux. Après que les premiers coups de couteau aient été donnés, je crois que là, ils étaient hors du temps, hors du réel. Hein. Ils sont allés jusqu'au bout de leur pulsion. C'est très particulière parce que ça remonte à plusieurs semaines avant que le meurtre ait lieu. Abdel, donc, à un moment, il y a eu une altercation avec le jeune Sébastien qui a tourné, si l'on peut dire, à l'avantage d'Abdel. Puis après, il a été emmené par Véronique sous les yeux de Sébastien pour avoir une relation amoureuse. Tout ça participe quand même d'une organisation. Oui, mais alors quand on pense au mobile exact, c'est tellement dérisoire qu'il faut chercher ailleurs. Ça n'a rien de crapuleux, ça n'a rien de passionnel non plus. C'est une espèce d'organisation. Je vous dis, ce sont deux tempéraments qui se sont conjugués avec, à l'origine, des pulsions peut-être semblables, mais qui ont des motivations tout à fait divergentes. Il semblerait que Sébastien ait conçu une espèce d'amertume, de haine peut-être. Est-ce qu'elle l'a utilisé ? Est-ce que c'est elle qui est le personnage central qui a utilisé ? C'est pas moi qui vais vous dire qu'elle l'a utilisé. Moi, je vous dis qu'ils se sont malheureusement complétés. Mais je pense que l'un et l'autre étaient parfaitement décidés de faire quelque chose et ils en sont arrivés à l'irréparable. Et je répète qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de folie qui s'est emparée de tous les deux. Ils ont perdu le sens du réel et ils n'ont plus vu que l'assouvissement de leur pulsion. Dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure avec Frédéric Lopez, il y avait un moment assez fort qui est le père qui explique donc d'avoir cette fascination pour les États-Unis. On retrouve aussi dans le film, fascination, il y a un Indien aussi. Mais ce qui est, à un moment, il dit, oui, si j'avais su ce qu'il y avait dans les poèmes, j'aurais dû le dire, il serait peut-être passé quelque chose. Est-ce que vous avez le sentiment que si à un moment, il avait pris en cause, je vais dire, ce qui était ce besoin pressant de sa fille, s'il avait été vous voir, quelque chose aurait pu se dénouer? C'est probable. En effet, je dirais que Véronique est une jeune fille romanesque, sans apparemment de pathologie mentale structurée, encore organisée, mise en place. Par conséquent, à cet âge-là, tout est extrêmement labile. Et il faut bien dire, et c'est effectivement quelque chose qui renvoie à la condition humaine, en tout un chacun de nous, il y a des possibilités d'être meurtrier. À l'inverse, les malades mentaux ne sont pas plus meurtriers que le reste de la population. Et il suffit parfois d'un rien pour que les choses tournent dans le bon ou le mauvais sens. La presse dit ce sont des monstres, c'est faux. Non. Je dirais effectivement, ce sont des gens qui ont été jusqu'au bout de ce qui est proprement humain, et je dirais que c'est peut-être la contrepartie de la liberté humaine. Un animal n'aurait jamais fait cela. Mais alors, est-ce qu'il y a une fatalité? Je veux dire, s'il n'y a pas de dialogue, puisque vous semblez dire que ce qui désamorce tout ça, c'est un dialogue finalement. C'est une façon de se décharger. Il faut bien voir que le passage à l'acte, c'est à la fois l'expression d'un malaise et une façon de vouloir se guérir. Si on propose d'autres façons de se soulager, à ce moment-là, le passage à l'acte devient inutile. Le fait d'écrire des poèmes n'est pas en soi quelque chose de pathologique, même si leur contenu peut paraître alarmant. Ce qui a dû se passer, c'est qu'à un moment, cette activité d'écriture n'a pas été suffisante pour amener Véronique à se sentir soulagée. Alors il y a une autre affaire, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je veux dire que... Parce qu'elle continue à écrire, elle continue à... Oui, mais je crois qu'effectivement, l'aveu du père qui ne s'est pas aperçu, c'est un peu l'aveu que pourraient faire tous les parents qui sont confrontés à une situation qui les dépasse vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est là qu'il faut essayer de communiquer au maximum avec toutes les difficultés que nous éprouvons pour que les enfants se confient à nous et pour faire suffisamment attention à ce qui peut se passer. C'est ça le problème, je crois. Alors, je crois que là, quand même, il faut ajouter quelque chose d'autre. C'est que le malaise psychique, c'est une chose, et la morale, c'est autre chose. Autant je crois que les parents ne sont pas responsables des troubles psychiques de leurs enfants, qui sont liés à des facteurs extrêmement multiples, autant quand les enfants ont des défaillances morales, quand les enfants ont des défaillances morales, à ce moment-là, effectivement, c'est quelque chose qui doit être lié à l'éducation. Sinon, à ce moment-là, être éducateur n'aurait pas de sens. J'entends bien qu'il n'y a pas de relation directe entre l'éducation qu'on donne et le résultat, mais il y a tout de même quelque chose qui se passe. Il est important, il est important, sinon fondamental, d'amener les enfants et les adolescents à respecter des limites.
Je dirais, sinon à ce moment-là... Autrement, il peut y avoir une dégradation telle que tous deviennent des entre guillemets criminels en puissance. Il y a deux conditions requises pour être criminel. Il faut d'une part avoir de fortes pulsions agressives et d'autre part avoir un narcissisme très important. La première condition est évidemment évidente. La deuxième, c'est que si vous êtes capable de vous identifier à votre victime, vous êtes arrêté. Et lorsqu'on dans l'éducation a été défaillante sur le plan du respect de l'autre, à ce moment-là, on va jusqu'au bout de cette pulsion. Alors, je voudrais vous montrer une autre affaire qui est celle de la fusillade de Vincennes. C'était le 4 octobre 1994, c'est donc il y a 1 an et demi, vous vous en souvenez probablement. C'est 3 policiers et un chauffeur de taxi qui ont été abattus par un couple de jeunes gens en cavale, donc qui s'appelait et qui s'appelle Florence Ray, qui à l'époque avait 19 ans, et Audrey Maupin, qui lui a été tué 23 ans. Il y a 2 points communs avec l'histoire de Véronique et de Sébastien, puis il y a d'abord des différences. D'abord, bien sûr, il y a le basculement dans la violence qui est un premier point commun. Il y a un deuxième point commun qui est la présence toujours de ce film d'Oliver Stone dans leur entourage. Par contre, il y a quelque chose qui est notoirement différent de Véronique et de Sébastien, c'est qu'il y avait, disons, dans l'engagement, si on peut appeler ça un engagement de Florence Ray et d'Audrey Maupin, une forte connotation politique. Ils étaient proches du milieu autonome, mais effectivement, ils dénonçaient, ils lisaient beaucoup la Société du spectacle de Guy Debord, donc ils dénonçaient généralement la société telle qu'elle s'organise maintenant autour du cinéma et de la télévision. Je crois qu'on va essayer de revoir cette deuxième affaire avec un sujet donc de David Pujadas et de Jean-Claude Lédin. Longtemps après la fusillade, Florence Ray est restée muette. Elle a opposé aux enquêteurs ce regard fermé, saisi pendant sa garde à vue. 24 heures plus tôt, avec Audrey Maupin, son compagnon, la jeune fille entamait son équipée sanglante. Au départ, il s'agissait de voler des armes, les 2 manurins calibre 38 des policiers de la Préfourrière de la Porte de Pantin à Paris. Mais le couple n'a pas prévu de moyens rapides de fuite. Un taxi est alors pris en otage, direction la place de la Nation. Dans la voiture, la tension monte. Le chauffeur, pris de panique, fonce dans une voiture de police. Les 2 jeunes ouvrent le feu. 2 policiers et le chauffeur sont abattus. Le couple prend alors un nouvel otage qui les emmène dans sa voiture. Il se souviendra de leur sang-froid et de leur détermination. Dès qu'ils sont entrés dans la voiture, ils m'ont dit « Bon, on vient de descendre 2 flics, tu vas nous sortir de là. » La fille est montée derrière. Et l'autre, il est monté à côté de moi. Et j'avais le fusil à pompe juste dans les reins, comme ça. Elle me disait « Roule, allez, vas-y, roule, prends le périph', prends le périph'. » Et le garçon paraissait un peu nerveux. Et la fille, très calme, elle disait « Tiens, mon fusil, il s'est bloqué. » Et la fille qui disait à son complice « Vas-y, regarde, il y a un flic, descends-le, descends-le, descends-le. » Au total, la fusillade fera 5 morts, dont Audrey Maupin. Longtemps prostrée dans son mutisme, même avec ses parents, Florence Ray finit par parler. Lors des reconstitutions, c'est une jeune fille aux allures d'enfant qui apparaît, refusant de refaire des gestes qu'elle a du mal à expliquer. « Nous voulions seulement des armes pour faire des braquages, nous ne voulions tuer personne », dit-elle en substance au juge. L'enquête pour l'instant n'a pas éclairci le mystère. Comme ceux d'Audrey Maupin, les parents de Florence Ray habitent la banlieue parisienne, ici à Argenteuil. Famille ordinaire, catholique, mère institutrice, père artisan, Florence a eu son bac D du premier coup en juin 93. Alors, pourquoi? La question hante aussi le village de Tournecoupe dans le Gers, où la famille Ray venait chaque été. On allait s'amuser entre copains, tout ça, avec tous les copains d'ici, on était tous ensemble, on faisait la fête, on s'amusait, quoi. Et est-ce qu'il y avait quelque chose chez elle qui vous a un peu frappé à l'époque, que vous aviez remarqué? Non, elle était posée, c'est... Rien la distinguait des autres, ou il y avait quand même quelque chose de différent? Non, mais elle était réservée, c'est tout. Réservée? Réservée, posée. Comment vous pensez que ça a pu se produire chez elle, ce changement? Soit mauvaise fréquentation ou poussée. Mais normalement, venant d'elle, ça m'étonne. Jean-Roger Bourrec est écrivain. Il est aussi le père de la meilleure amie de Florence Ray dans le Gers. Elle a partagé sa table, gardé ses enfants. Secoué, il tente depuis plusieurs mois de comprendre. Ça a été la surprise totale. La surprise totale, c'était une fiction. C'était un événement qui était aussi insaisissable qu'une fiction. Aussi dramatique que ça a pu être. J'ai reçu ça en pleine face, enfin en plein visage. Et je n'ai rien compris. La littérature est un terrain d'échange. Florence Ray aime Rimbaud, elle lira aussi Guy Debord, Marx, Bakounine, mais aussi les évangiles. Recherche de sens, j'ai envie de croire à fond, dit-elle ici dans une des lettres retrouvées par Jean-Roger Bourrec. Est-ce qu'il y avait de la révolte chez elle? Sûrement.
Sûrement, une révolte qui ne se voyait pas vraiment. On sentait une sorte de solitude qui la précédait quelque part. Mais des intérêts pour la politique, non, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard, d'une façon très marquée, très violente, comme une sorte de révélation mystique, pratiquement. Avec Audrey Maupin, étudiant en philosophie, Florence Ray apprend l'escalade et approche les milieux d'extrême gauche. Le couple aménage dans ce squat à Nanterre, sans eau ni électricité. On y retrouvera des tracts anarchistes, mais de fait, les deux jeunes se replient sur eux-mêmes. Florence Ray quitte la faculté des lettres. Mort aux étudiants, écrit-elle à ses amis qui ne comprennent plus. Elle achète aussi un fusil à pompe à la Samaritaine et s'intéresse au fameux film Tueur-né. Je peux admettre qu'à 17-18 ans, on essaie d'alimenter sa révolte d'une façon ou d'une autre, ce que sans doute Florence a dû essayer de faire. L'influence des films, de la télévision, j'y crois, sur des esprits assez tendres. Je pense qu'elle a trop ou suffisamment de personnalité pour qu'on ne pense pas qu'elle se soit laissée aller dans ce genre d'influence directe, si vous voulez. Le mystère a reculé, mais il n'a pas été levé, dit-on à Tournecoupe, devant la maison familiale. À Fleury-Mérogis, Florence Ray renoue avec la philosophie et fait du théâtre. Elle a aussi tenté plusieurs fois de se suicider. Samuel Le Pastier, alors la politique dans une affaire comme ça, est-ce que c'est un alibi? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que la dénonciation de la société du spectacle, le fait que les bouquins de Debord, le fait que sur leur carte orange écrit mort aux flics, est-ce que c'est véritablement un investissement de militants qui croient à une cause ou est-ce que c'est un passage pour aller ailleurs? C'est à la fois un alibi et en même temps quelque chose de tout à fait important. C'est-à-dire que pour sortir d'un malaise existentiel, effectivement, beaucoup d'individus, surtout des adolescents qui ont un flou d'identité, se retrouvent dans un engagement politique ou religieux extrémiste. Il y a un moment dans le développement en toute adolescence où on est fasciné par les idéologies extrémistes, en ce sens qu'elles ça permet de voir à l'extérieur le caractère très extrême des pulsions qu'on a en soi. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ce soit un alibi, on ne peut pas dire non plus que ce soit un engagement destiné à durer. On dit que l'adolescent investit le monde extérieur comme si c'était un prolongement de son propre espace psychique. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois que les pulsions sont, entre guillemets, satisfaites par le passage à l'acte, absolument, à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre? Je veux dire que c'est une espèce de colère interne qui s'éteint définitivement. Tout à fait. Il peut y avoir aussi bien, je dirais, une décharge par le passage à l'acte, encore que dans ce cas-là, je veux dire, si c'est un passage à l'acte violent, meurtrier, la satisfaction qu'on y trouve peut amener à une répétition indéfinie. Mais par contre, après un certain âge, lorsqu'il y a eu un minimum de réalisation, soit professionnelle, soit amoureuse, à ce moment-là, comme on le constate d'ailleurs de façon très banale, ces engagements perdent leur importance. Alors je voudrais qu'on aille à Caen retrouver Philippe Renaud-Muller. Merci d'être patient et de nous avoir écoutés depuis le début. Je voudrais savoir d'abord, est-ce que le juge que vous êtes, est-ce qu'il y a de plus en plus dans le contexte actuel où la violence est très souvent mise en scène, on en parle dans les journaux télévisés, est-ce qu'il y a de plus en plus d'adolescents justement qui passent à l'acte, de plus en plus d'homicides? Oui, de plus en plus, effectivement, surtout des actes de violence, pas forcément des crimes, mais des actes de violence au quotidien. Hein, les problèmes de violence dans les grandes surfaces, les problèmes d'agression sur les personnes sont de plus en plus fréquents, effectivement. Est-ce qu'on a des chiffres? Parce que nous, on a un dernier chiffre qui est celui de 93, concernant les homicides, qui fait état de 49 homicides. Oui, une Est-ce qu'on peut cinquantaine, avoir effectivement. d'autres chiffres qui donnent l'étendue du problème? Non, ça tourne autour d'une cinquantaine de criminels mineurs, et c'est vrai que c'est un chiffre relativement stable. Donc, c'est en fait, au niveau des délits de violence urbaine qu'on trouve une augmentation, mais pas au niveau criminel. Alors, comment travaille-t-on avec ces adolescents une fois qu'ils ont été éventuellement enfermés, voire condamnés? Alors, ils sont incarcérés dans des milieux particuliers, ce sont les quartiers mineurs, avec des conditions de prise en charge et d'incarcération tout à fait particulières. Et ils sont suivis également par un service éducatif de l'extérieur pour maintenir le lien avec la famille, maintenir le lien avec le magistrat et essayer effectivement de préparer la sortie. Si le mineur est placé par contre dans un établissement éducatif, à ce moment-là on fait tout le travail de relation sur le mineur, avec la société, avec la famille, et puis effectivement sa resocialisation. Et les risques encourus par eux? Je veux dire, quel est l'échelonnement des peines pour des adolescents qui justement commettent des homicides? Alors le principe c'est la peine divisée par 2.
Donc vous avez par exemple l'incarcération sur 20 ans automatiquement. Pour les adolescents criminels, elle est réduite à 10, sauf, et ça c'est au niveau de la cour d'assises des mineurs, si la cour décide de lever ce qu'on appelle l'immunité de minorité, l'excuse de minorité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à comprendre qu'il faille comprendre quelque chose, au fond. Non, mais c'est pour ça que je dis que je ne veux pas faire bondir, mais je dis, moi qui assiste... Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, monsieur Vestier, à ceux qui disent, après tout, ils ont fait des fautes qui sont épouvantables, il n'y a pas à les comprendre? Parce qu'il y a une partie de l'opinion qui est comme ça, qui, vous savez, en matière de justice, est extrêmement sévère. Oui, il y a deux sortes de gens. C'est devant un criminel, il y a ceux qui essayent de s'identifier à ce criminel et se dire qu'y a-t-il de commun entre lui et moi, puisque nous sommes des hommes tous les deux. Je crois appartenir à cette catégorie, ce qui ne veut pas dire qu'il faille toujours pardonner. Et il y a ceux qui ne supportent pas l'existence des mêmes pulsions chez eux et qui sont prêts à tuer celui qu'ils supposent être un criminel. C'est-à-dire que je crois que les gens qui sont très hostiles à ces adolescents meurtriers sont peut-être ceux qui sont paradoxalement les plus proches d'eux et qui seraient prêts eux-mêmes à tuer. Alors on va voir avec Philippe Renaud-Muller, qui est justement toujours avec nous à Caen, ce que disent, bien qu'il ne puisse pas évidemment lever le secret professionnel, un certain nombre d'adolescents qui passent à l'acte puisqu'il les connaît bien. Auparavant, on parlera aussi bien évidemment de cinéma, puisqu'on vous l'a dit depuis le début, l'influence d'un certain nombre de films joue incontestablement un rôle, je dis de films et de la télévision bien évidemment. Mais je voudrais qu'on parte aux États-Unis à Pittsburgh, voir Madame Sickmoon, donc, qui est assistante de recherche au Centre national de justice pour les mineurs, car aux États-Unis, la violence des adolescents a été, madame, multipliée, si j'en crois les chiffres que l'on a, multipliée par 4 ces derniers temps. Le nombre de meurtres a effectivement énormément augmenté au cours des dernières années. La différence, je dirais, entre mon pays et le vôtre en termes de quantité est très étonnante. Les données que nous avons sont des données qui viennent du FBI. Ce sont donc des données de police, ce ne sont pas des données de mise en accusation, mais sur la base des données du FBI en 1994 aux États-Unis, il y aurait eu 2800 meurtriers, jeunes meurtriers. En tout cas, sur la base des témoignages, et cela, il s'agit donc de jeunes de moins de 18 ans. C'est une augmentation extraordinaire par rapport aux années précédentes. Et ces adolescents criminels ont tué 2300 victimes. Ce sont des chiffres très impressionnants, beaucoup plus impressionnants que les vôtres, si je puis dire. Et ils sont extrêmement préoccupants dans notre pays. Nous nous soucions beaucoup. Il y a un certain nombre de mesures législatives qui ont été prises récemment pour changer la loi. Nous voudrions davantage les pénaliser en tant qu'adultes, encore que depuis un grand nombre d'années, les pires délinquants, les cas les plus graves, aient été traités dans des tribunaux d'adultes. Je voudrais vous poser, Mme Sickmoon, une question qui est un peu, comment dirais-je, qui revient tout au long de ce débat. C'est sur la causalité. Est-ce que c'est un problème social, étant donné la violence économique, le chômage, les ghettos? Est-ce que c'est un problème qui est lié aussi au cinéma, à la télévision? Parce que là, ou est-ce que ce sont, la plupart des cas, des problèmes personnels? Moi, je dirais que tous ces facteurs jouent un rôle. Mais vouloir blâmer un élément plutôt qu'un autre serait fait preuve d'un très grand simplisme. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de facteurs de risque. La pauvreté, l'urbanisation, le manque d'éducation, le fait de vivre dans une famille à parents uniques, une famille monoparentale, et puis la violence des médias. Et sans aucun doute un facteur qui vient aggraver les choses. Mais vouloir incriminer un facteur plutôt qu'un autre serait très simpliste. Et au cours de la campagne électorale qui a lieu en ce moment chez vous, l'un des candidats, et puis plusieurs des candidats, justement, ont mis en avant la responsabilité non seulement des télévisions, mais aussi de Hollywood, en disant que maintenant, Hollywood, c'était devenu le centre de production numéro 1 de la violence. Est-ce que ça vous paraît un propos, comment dirais-je, démagogique de campagne, ou est-ce que vous, qui travaillez sur ces problèmes, ça vous pose un problème?
Il y a un peu des deux. La violence dans les médias, qu'il s'agisse des journaux télévisés ou qu'il s'agisse des émissions, des films, donne sans aucun doute aux enfants une image fausse de la quantité de violence dans le monde qui les entoure. Et si vous avez l'impression que le monde est plus dangereux qu'il ne l'est vraiment, vos réactions s'en trouvent sans doute modifiées. Merci en tout cas de ce témoignage. On va avoir rendez-vous maintenant avec André Bonzel qui nous attend depuis le début. Je vous rappelle que c'est un des réalisateurs de C'est arrivé près de chez vous qui est sorti en septembre 92. Il a la gentillesse de venir nous voir. C'est d'autant plus, j'allais dire, sympathique qu'on a beaucoup de problèmes puisque c'est vrai que les films qui sortent, il y a de plus en plus de films, disons, qui traitent de la violence, pas forcément de films violents, mais on a de moins en moins de facilité, comment dirais-je, à trouver des gens qui viennent parler des raisons pour lesquelles ils ont fait des films sur ce sujet. Alors, l'occasion est effectivement bonne avec vous de réfléchir un petit peu. D'abord, pourquoi vous avez choisi ce sujet qui est celui de la violence en montrant donc la collaboration entre la télévision et un tueur, quoi. Oui, le sujet principal, c'était pas la violence, c'était le rapport entre une certaine indécence de la caméra, le poids que peut avoir une caméra. Et en fait, on était dans une école de cinéma et on tournait beaucoup de documentaires. Et on s'est aperçu, quand on allait quelque part avec une caméra, que les gens changeaient de comportement. Et ils changeaient de comportement à cause de la caméra. Et en fait, on a voulu tourner un film qui était sur le rapport que les gens ont à la caméra. Et on a pris comme personnage principal du film, du sujet du film que l'équipe tourne, un tueur. En fait, on aurait pratiquement pu faire le même film avec un autre personnage, pratiquement un vendeur de porte-à-porte. Sauf que c'était plus extrême et que le tueur en série ou le tueur, c'est vraiment le personnage de fiction par excellence, le personnage de polar. Donc c'était la rencontre entre la fiction, le cinéma de fiction, et le cinéma documentaire et par extension la télévision, parce que maintenant c'est plus la télévision. Alors on va parler de tout ça dans la dernière partie avec vous. Ce que je voudrais, c'est qu'on voit un extrait. Simplement, je voudrais vous poser une question qui est importante. On verra ça dans le sujet de Briançon tout à l'heure. Après, sur la responsabilité, parce que c'est vrai que les gens de la télévision sont souvent mis en accusation avec raison. Qu'est-ce que vous pensez du film d'Oliver Stone, vous, par rapport à ce que vous avez fait, vous? L'important en montrant... D'abord, on vit dans une société qui est violente. Donc à partir du moment où on peint cette société, je veux dire, faut pas s'en cacher. Si on fait le portrait d'une société, qu'on soit cinéaste, qu'on soit écrivain et tout, et qu'on trouve que la société est violente, ben, le film peut être violent. Ça sert un propos. Il y a violence et violence à l'écran. Ça sert un propos. Si vous prenez, je sais pas, des films genre Charles Bronson qui zigouille pendant 1h30 et qui fait une apologie de l'autodéfense, c'est pas le même propos que d'autres films qui peuvent être considérés par certaines personnes violents. Mais dans l'idée, parce que je vous posais la question concernant Tueur Né particulièrement, parce que tous les films traitant de la violence n'ont pas le même point de vue. Il y a une chose qui... tout le monde reconnaît la qualité du film, la qualité de... Mais la question qui fait problème dans ce film, c'est le fait que les héros s'en sortent très bien, finalement. Et qui finalement donne une version romantique de la violence. Oui, c'est ça, c'est le côté romantique qu'on peut... Ben, pour une fois, les mauvais s'en sortent, mais... Bon, alors on va voir ça justement dans le sujet de Bernard Briançon. Merci de rester avec nous, André Bonzel. Le sujet de Bernard Briançon va vous montrer un certain nombre de cinéastes, comme Quentin Tarantino, comme Oliver Stone, qui, à l'occasion de la sortie de leur film, qui parlent donc de phénomènes de violence et de société, donc s'explique. C'est Bernard Briançon, Violence et cinéma. Au cinéma, la violence fait recette, mais on aurait tort de se limiter à ce seul point de vue statistique. Les réalisateurs américains, plus que d'autres, ont fait spécialité de ce genre, qui a toujours été le genre cinématographique par excellence. Mais les cinéastes ne font que refléter une réalité que la télévision relaie également aux heures d'écoute sensibles. La violence, présente dans les journaux ou dans les reality shows, invente donc la fiction. Le film Tueur Né d'Oliver Stone illustre comment la violence nourrit la télévision. Ici, le cinéma se défausse sur le petit écran. Oliver Stone justifie son film parce que tout autour de nous est violence, une violence quasi génétique. Je crois qu'on a une situation, on a plein de revolvers, plein de fusils dans les rues, mais pas seulement ça, on vend les armes partout au monde dans des énormes quantités. Et
quand on a une situation comme ça, c'est pas la télévision ou le cinéma qui va produire la violence mentale du pays. Je crois que c'est vraiment l'idée que nous sommes des abatteurs, des héros, que nous sommes des policiers dans un sens. C'est la tradition de Billy the Kid. Les films de violence les plus spectaculaires posent donc la question de la fascination de l'auteur pour son sujet. Les réalisateurs prennent plus ou moins de distance, avec une stylisation plus ou moins élaborée, avec ou sans humour. Ces films n'ont pas tous bien sûr le même intérêt, que la violence soit physique ou verbale, mais les cinéastes, quels qu'ils soient, légitiment toujours leur sujet. Pour Quentin Tarantino, la violence qu'il montre est indissociable du milieu qu'il filme. Une violence qui est dédramatisée ici par son humour. Are you a doctor? Are you a doctor? They both deal in the crime genre. Et les deux films, en fait, ce sont des polars, donc They deal with violent people. on traite toujours avec des gens violents. Un jour, peut-être, je tenterai de faire une autre sorte de film qui sera violent ou pas. Mais en fait, je pense que ça tient surtout au genre de film que j'ai fait jusqu'à présent. Pour Thierry Jousse, tous les films violents ne sont pas égaux en intérêt. Ce que fait, en tout cas, par exemple, dans Reservoir Dogs ou a fortiori encore plus dans Pulp Fiction, ce que fait Tarantino, c'est qu'il dit, au fond, il montre qu'on est au cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'il me semble que là aussi, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté majeure. Léon de Luc Besson montre une violence plus primaire, qui est ici justifiée par le sentiment amoureux. C'est un paradoxe. L'explication est d'ailleurs plutôt embarrassée. Le film est assez noir et assez violent, ce qui peut peut-être choquer entre guillemets les amoureux du Grand Bleu, qui peuvent penser peut-être que ça va être un peu bleu comme elle était l'autre. Non, il est franchement noir. Et c'est votre intention? Ouais, parce que c'est pas une démonstration de la violence, c'est plus une démonstration de l'amour, mais il faut montrer ça, quoi. Il faut montrer ça pour montrer la vraie valeur de l'amour. On dirait qu'il veut absolument justifier la violence dans son film. Or, la violence, elle est très très présente dans Léon. Il y a un personnage de jeune adolescente qui est directement confronté aux armes à feu. D'une certaine façon, on a le sentiment que quand même il montre directement et avec moins de distance que Stone et Tarantino cette jouissance de la violence, qui fait peut-être partie de la nature humaine ou en tout cas de l'environnement dans lequel on vit. Mais il ne le montre pas avec l'idée qu'on puisse réfléchir dessus, quoi. Ainsi, chez tous les réalisateurs, existe cette même fascination de la violence qui se traduit dans le désir même de la filmer. Orange Mécanique de Stanley Kubrick n'échappe pas à cette règle, même si ce film culte est un génial avertissement prémonitoire de ce qui peut nous attendre. Tous les réalisateurs ne donnent pas à la violence la même signification et la même importance. Le spectateur peut cependant faire la différence entre Rambo et Pulp Fiction, mais l'engouement pour la violence est un fait. Voilà, on se retrouve dans un instant, on va marquer une deuxième pause de publicité pour voir l'influence, si cette influence existe et dans quelle proportion donc du cinéma, de la télévision, sur les enfants qui vont notamment dans les vidéoclubs le week-end pour regarder leur film préféré. C'était les mythes dans un instant. Ford lance Galaxy TDI, un nouveau style de monospace qui vous invite au voyage. Galaxy TDI, c'est 1400 km sans escale et l'agrément du moteur TDI souple et performant. Ford Galaxy TDI, le privilège du style. Le chèque vacances. Pour plus de vacances, plus de loisirs. Avec le chèque vacances, vous en avez plus en payant moins. Chèque vacances, une idée qui fait bouger. Un brochet de 24 kilos, une carpe de 37 kilos. Vous aimeriez connaître les secrets des grands champions pour pêcher de vrais trophées? Toutes les techniques sont dans la pêche des plus gros poissons. Une cassette vidéo de la collection Histoire naturelle. Elle, c'est ma sœur. Lui, c'est mon beau-frère. C'est bon, c'est chaud, hein. La semaine, je partage un studio kitchenette avec une copine. Mais le week-end, je préfère m'installer chez eux. Ah bon? C'est quand même beaucoup mieux. On occupe? Le vendredi, j'arrive à 6h. Comme ça, j'ai le temps de décompresser avant le dîner. Adrien, c'est prêt. Ce soir, ils m'ont fait de la lotte au gingembre. Le week-end dernier, c'était parfait. Il y avait du pigeon. Non, le seul problème, c'est que pour bien digérer, il faut mastiquer très lentement et surtout dans un silence absolu. Et ça, j'ai toujours un mal fou à leur faire comprendre. Alors, Adrien, ta journée était bonne? Bon, ça y est, c'est foutu. Brandt, profitez pleinement de la vie.
c'est ton cœur de lion, on entend que lui. Ici, ton camembert, il se sent chez lui. C'est comme ça qu'il est heureux. Ton cœur de lion, quand tu mords dedans, t'as son goût qui se met à chanter. D'abord doucement, puis plus fort. Alors là, tu te tais. Tu t'abandonnes. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. Subtilité des nuances, l'imprimante Lexmark. Force et richesse des couleurs, encore l'imprimante Lexmark. Précision des contours et des couleurs, toujours l'imprimante Lexmark. Imprimante Lexmark, plus loin dans l'art d'imprimer. À chaque instant, une nouvelle vie apparaît. Et tant que les hommes et les femmes réaliseront ce miracle, la CNP sera là, à leur côté, comme elle l'est depuis 150 ans. CNP, vivez bien assurés. Regardez, un soldat de l'Union. Où allons-nous le placer? Bah, pourquoi pas avec l'artillerie? Là, sur le monticule, il sera très bien. Non, nous aidons plutôt le général Lecoq. Non, posez-le là. Oh, c'est vous le général. Et là, je crois bien que nous avons perdu un de nos hommes. Je suis désolé d'avoir à vous l'apprendre, général, mais c'est un meurtre. Colombo, 120 en guerre. Mercredi 20h50 sur TF1. Troisième partie de LMI, donc l'influence sur les enfants qui louent de plus en plus de cassettes violentes dans les magasins de vidéos. Je vous rappelle qu'on parle évidemment du sujet ou d'une réflexion qui est partie à partir donc de l'affaire de Véronique et de Sébastien, qu'on a élargi à Florence Ray et Audrey Maupin, tous deux étant les deux couples ayant, si je puis dire, comme fascination le film d'Oliver Stone. On a parlé il y a quelques instants, donc dans la deuxième partie, du rôle du cinéma et de la télévision, responsable d'un certain type de comportement. Maintenant, il s'agit de savoir si effectivement vos enfants, mes enfants, quand ils vont dans des magasins de vidéos, est-ce que vous prenez un risque en les laissant partir, par exemple, le week-end dans les magasins de vidéos, s'ils choisissent donc des films violents. Dans le marché de la vidéocassette, le film culte, si je puis dire, celui qui remporte le plus grand succès, c'est assez rassurant, c'est Le Roi Lion, avec près de 3 millions d'exemplaires de vendus, avec Les Visiteurs et Un Indien dans la ville, mais c'est vrai que les films violents, alors il y a des catégories très différentes de films violents, remportent un succès considérable. Par exemple, mon fils, à moi, il a 8 ans, il adore le film de John Woo, donc Une balle dans la tête, où il doit y avoir 3000 meurtres en 1h30, ce qui est très inquiétant pour moi. On va voir ce qu'en pensent donc des adolescents et des enfants qui ont été rencontrés par Françoise Gaujour et François-Xavier Bunel. La vidéo, un loisir populaire et familial qui marche bien en France et dont les meilleures ventes ou locations sont surtout des comédies, des dessins animés et des nouveautés. Nouveauté, un mot qui en cache d'autres, action et violence par exemple. Aujourd'hui, les adolescents adorent ça. Ils se ruent sur tout ce qui cogne et parfois sur ce qui est pire encore. Leur vidéo préférée, la violence pure sous forme de dessins animés japonais, les mangas. Il y a des mangas qui sont d'une rare violence, où il y a du sang, où il y a beaucoup de choses, c'est très très violent. Et les gosses sont devant ça et ils sont comme des fous, mais c'est vrai quoi. Bon, après on se demande pourquoi que les gamins sont un petit peu excités, ça m'étonne pas quoi. Bon, c'est une mode qui est venue du Japon et qui doit être la suite de ce qu'il y avait à un moment en télé qui s'appelait Goldorak. Je pense que c'est de là que ça a démarré. Et après, on est arrivé sur Dragon Ball Z. Et de ça s'enclenchit tous les mangas. Alors là, maintenant, on commence à en avoir une multitude. Ça fait 5-6 mois que ça se développe à un train d'enfer. Hors manga, les tops violents sont parfois devenus des classiques, comme ce film belge, C'est arrivé près de chez vous, comme Tueur Né, qui vient d'être retiré du catalogue de son distributeur, ou comme Orange Mécanique, déjà en vente. Franco, viens ici. Mets ton micro là. Ça
c'est de moi. C'est pas le gros noir. En général, les films comme ça, de violence crue, justement, ça c'est plutôt néfaste, comme ça c'est arrivé presque chez vous. C'était un film belge. Ça c'est vraiment de la violence gratuite, c'est beaucoup plus néfaste, mais les grands films américains qui sortent, il y a beaucoup plus de show, c'est vraiment le show. Ouais, mais de manière, la violence dans ces films-là, elle est pas réelle, c'est une fausse violence parce qu'on sait très bien que c'est pas la réalité. Mais ouais, c'est bien de voir des films violents, mais c'est plus aussi le côté... il y a aussi le côté assez amusant des films action, il y a toujours ouais, il y a toujours ils prennent toujours un peu de recul, quoi. Ce qu'ils font, c'est bien. Violent, bah, ça dépend qui l'interprète, qui est le réalisateur en film. Comment ça s'appelle L'arme fatale. Et c'est très violent tout ça? Oui. Ouais, c'est des bagarres et tout? Oui. Ouais. Et pourquoi est-ce que t'aimes ça? comme ça, j'aime ça comme ça. Et qu'est-ce qu'ils disent tes parents quand tu achètes des cassettes un peu comme ça? Ils disent c'est trop violent, Steven. Je sais pas pourquoi ma mère elle trouve ça mal et mon père je comprends pas pourquoi il trouve ça bien. Ça te fait pas peur? Non, non. Des fois j'ai vu un film et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et t'en es arrivé la nuit? Ah oui. J'ai même fait des cauchemars. Bref, les parents interdisent mollement. Quant aux enfants qui peuvent aussi acheter des armes en plastique dans ce vidéoclub, on peut se demander s'ils se rendent compte de l'impact que ces films peuvent avoir sur eux. Il y a plein de films vraiment très bien violents, mais ça reste très... on prend tout de suite du recul quand on voit ces films-là, c'est pour ça que ça n'a aucun impact sur la personne. C'est pour ça. Ça dépend. Mais ça dépend des personnes. Il y aura peut-être des personnes qui prendront moins le recul. À ce moment-là, elles les inciteront à être comme le héros du film, mais il y a des... Enfin, moi, je sais que je m'identifie pas du tout à la personne, je sais très bien que c'est du cinéma. Pour l'instant, la vidéo est contrainte à la même réglementation que le cinéma, inscrire sur la jaquette des cassettes les mêmes interdictions que lors de la sortie des films en salle. Alors, que faut-il faire? Est-ce que c'est normal que les enfants aient un certain goût pour les films de violence? Et quel plaisir ils en tirent, finalement? Les enfants, et les adultes aussi, nous sommes tous de grands enfants. Ça, on le savait. Nous aimons bien voir ces films parce que ça nous permet de voir sur l'écran ce que nous n'osons pas faire dans la vie de tous les jours. Et de ce fait... Donc on exorcise. On exorcise. À petite dose, effectivement, la vision de ces films peut procurer un plaisir et provoque une décharge. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'à forte dose, à ce moment-là, ces images peuvent devenir traumatisantes, elles peuvent nous obséder, provoquer des cauchemars, et dans quelques cas effectivement exceptionnels, une façon de se débarrasser du cauchemar, c'est de l'agir dans la réalité. Et comment faire? C'est-à-dire qu'il faut que les parents accompagnent leurs enfants dans les vidéos et qu'ils ne laissent pas prendre n'importe quoi? Je dirais qu'il faudrait plutôt que les parents regardent avec leurs enfants ces films-là et qu'ils puissent à ce moment-là mesurer plus précisément l'impact de ces images sur leurs enfants. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a un impact à la fois de ces images et puis aussi, pourquoi pas, les images des journaux télévisés quand il y a des faits divers? Ça s'inscrit, à mon avis, ça s'inscrit de toute façon dans l'inconscient de l'enfant. Enfin, c'est pas à longueur de journée des scènes de violence et tout. Le principal, je crois, c'est de leur faire comprendre le départ entre la fiction et la réalité. On en vient à la question de départ. Posée par Véronique et Sébastien, posée par Florence. Là, je crois que le rôle des parents est capital. C'est vrai qu'il faut surveiller les spectacles que l'on donne aux enfants. Ça me paraît primordial. Hein. Je vous assure que cette affaire, ça renvoie finalement à la qualité de parents. Hein, ça vous a fait reconsidérer vos rapports, vous, avocats qui en avez beaucoup vu, vos rapports avec vos enfants? Ah oui, moi je regarde un peu mes enfants sous un œil différent, mais surtout j'ai pris le parti d'être beaucoup plus attentif et beaucoup plus près d'eux, je crois que c'est ça. Ce qui m'a frappé dans une des déclarations de Véronique, je peux en parler, c'est qu'elle s'est plainte du manque de communication qu'elle avait avec les adultes. Et je crois que la leçon, peut-être, c'est de communiquer avec les enfants. Alors, André Bonzel, vous êtes encore avec nous. Nous allons retrouver tous ceux qui nous ont accompagnés au cours de cette émission pour y mettre un point final. Alors là, non, c'est pas André Bonzel. Voilà, non, c'est Madame. Alors, André, quand vous avez fait ce film avec donc vos co-auteurs, il y avait aussi cette idée de mettre en cause, je crois que c'était peu de temps après l'affaire des tueurs du Brabant, la relation un peu perverse entre la télévision et les faits divers, c'est-à-dire qui suit, qui montre et qui y va systématiquement.
Oui, non, ça n'a rien à voir avec les tueurs du Brabant. Non, ça partait vraiment d'une expérience personnelle de cinéma et de l'utilisation de la caméra et de voir que les gens changent de comportement et qu'il n'y a pas de reportage vraiment neutre, même si vous êtes en plan fixe. Et à partir du moment où il y a une caméra, le comportement des gens change par rapport à la caméra. Et tout le film, c'était l'histoire de la relation entre ce tueur qui a besoin de la caméra pour exister, parce qu'il va exister à l'image par la caméra, et l'équipe du film qui avait besoin de l'argent pour produire son film, qui était amené par l'argent des tueurs. Ce qui gênait par rapport à la violence quelquefois dans le film, c'est que par rapport justement à un film de fiction, où vous savez que c'est de la fiction, où vous savez que c'est du cinéma, comme c'est un faux reportage, et tout le propos du film était là, c'était aussi à travers une comédie, parce que c'est avant tout une comédie, faire réfléchir par rapport à ce qu'on voit. Et d'ailleurs, les profs aiment bien ce film. Les profs montrent souvent le film dans les écoles par rapport à cause justement du propos, par rapport à la réflexion un truc en gros, que donne à voir le film par rapport à ce qu'on voit au reportage et implicitement par rapport à la télé. Mais un petit mot quand même de précision, parce que finalement la morale de ça, c'est effectivement de réfléchir sur son métier, d'aider les gens à réfléchir sur les images, elles ne sont pas neutres, mais quand vous avez par exemple, on a vu une scène tout à l'heure où il tape la tête contre un lavabo, et si le personnage qui est en face du film n'arrive pas, je veux dire, au degré de subtilité qui est de celui qui le fait ou des spectateurs moyens. Est-ce que là, il n'y a pas... Non, mais je sais pas vous à la télé, mais à partir du moment où vous êtes cinéaste et vous faites un film, vous partez au départ que les gens vont comprendre votre propos, parce que sinon, c'est même pas la peine. Donc je pense, bon là, c'est tellement évident que c'est tellement gros que le personnage qu'il y a, c'est que le personnage est ambigu et que les gens... C'est à la fois un monstre et il devient sympathique, et les gens se laissent un peu prendre par ça, par le bagout de ce tueur, et à cause de ça, se demandent après pourquoi ils se sont fait avoir. Mais moi, je pars du principe, en tant que cinéaste, quand on est cinéaste, on part du principe que le public va comprendre ce est intelligent et va comprendre ce que vous avez à lui dire. Merci de ce témoignage. Je voudrais qu'on joigne maintenant Philippe Renaud-Muller, qui est toujours en direct avec nous à Caen, pour essayer de terminer. Au fond, ces adolescents qui passent à l'acte, que vous disent-ils quand vous vous retrouvez seul avec eux? Je ne vous demande pas de nous raconter des histoires et de briser le secret de l'instruction, mais est-ce qu'il y a des phrases qui reviennent, des attitudes qui reviennent systématiquement? Alors moi, je ne peux pas vous parler des instructions, parce que les instructions, c'est juste instructions et je juge des enfants. Mais sur les faits de violence délictuelle, c'est vrai qu'on a des images de films, de vidéos que les enfants reproduisent. Et ça, c'est assez étonnant, parce que de plus en plus, on a des jeunes enfants qui reproduisent ces images et qui reproduisent ça dans la réalité. Et quand j'entends effectivement que le public est intelligent, quand vous avez des jeunes enfants qui sont particulièrement fragiles, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient et ils banalisent. Et donc, ils veulent reproduire. On a effectivement des actes de violence gratuits, quotidiens. Effectivement, c'est grave. Parce que, deuxième sujet qui m'inquiète beaucoup, c'est surtout que ces vidéos sont vues en famille. Et donc, chacun participe, et vous avez des enfants de 5-6 ans qui voient ça avec papa, maman pour passer une soirée. Mais dans le reportage qu'on a vu de Françoise Gaujour tout à l'heure, il y a une différence, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, comme des adultes, lisent parfaitement. C'est-à-dire qu'ils voient le décalage dont on parlait entre le problème, c'est que effectivement, c'est que ça dépend des gosses. Il y en a qui voient parfaitement la différence et d'autres qui passent de l'autre côté. C'est pour ça que le rôle éducatif des parents est primordial, et il faut effectivement, si la structure familiale est bien stable, et bien structurante, bien cadrante, les risques sont moindres. Mais à partir du moment où effectivement vous avez une structure familiale un peu défaillante, à ce moment-là, il y a une faille, et puis l'enfant s'y perd. Merci en tout cas. On va terminer avec Melissa Sigmund, qui est avec nous donc à Pittsburgh, aux États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment, Madame Sigmund, pour terminer, merci encore d'avoir été patiente, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui arrive aux États-Unis va obligatoirement arriver dans d'autres pays comme le nôtre, puisque les chiffres de violence sont bien supérieurs chez vous? Est-ce qu'il y a une espèce de fatalité, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment que c'est quelque chose de très lié à la société américaine actuelle?
J'espère que cela ne va pas se répandre dans votre pays. Je crois qu'une chose apparaît dans notre pays, c'est qu'il y a un accès très facile aux armes à feu chez nous aux États-Unis. Bien que les gamins normalement ne puissent pas se procurer des armes, ils finissent par s'en procurer. Et ce que nous constatons, c'est une augmentation très importante de meurtres commis par des jeunes délinquants avec des armes à feu. Il n'y a pas eu tellement d'augmentation des meurtres sans armes à feu. Donc l'utilisation des armes à feu est sans aucun doute le problème fondamental qui se pose chez nous aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit le cas dans votre pays. Merci de votre témoignage. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Finalement, docteur, vous conseillez à vos enfants quelle attitude vous avez ou à vos proches par rapport à ça? Est-ce que vous leur dites allez voir Terminator, allez voir Killing Zoe ou c'est au cas par cas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent finalement moins théoriser ce problème que d'essayer d'avoir des conseils pratiques. Oui, je crois qu'il faut effectivement être aussi attentif devant les programmes de télévision que devant les programmes de cinéma. Il faut aussi se rendre compte que les images, ce n'est pas anodin, puisqu'après tout, tous les traumatismes psychiques, toutes les maladies mentales, tous les passages à l'acte, à l'origine, ce sont des images dans notre tête. Ce que je conseillerais, c'est effectivement d'arriver à ce que les choses puissent s'exprimer et ce qu'il y ait un climat de confiance qui règne entre parents et enfants. À ce moment-là, effectivement, ces images peuvent même avoir une valeur positive. Merci mille fois, en passant par la réalisation avec Agathe Blanchard, Jérôme Bellet et donc toute l'équipe, Sylvie Federbe et toute l'équipe de la réalisation autour de LCI et TF1, donc de ce magazine d'information, Philippe Lallemand, le réalisateur, en vous rappelant aussi les rendez-vous de l'entreprise, Alain Veller vers minuit avec Alain Geoffrin, président, ou Soffrin, pardonnez-moi parce que j'ai un petit mot, mais je ne sais pas si c'est Soffrin ou Geoffrin, en tout cas il est le bienvenu, c'est le président de Kodak et Pathé. Merci d'avoir suivi ce numéro de LMI, on se retrouve dans 15 jours.